Baker's Mill est une petite ville comme une autre peuplée de gens ordinaires, et c'est dans cette ville que vit le jeune Marty. Paraplégique, il entretient des rapports difficiles avec sa sœur aînée, mais il voue un profond respect à son oncle Red. La petite vie tranquille du gamin bascule un soir de pleine lune quand il pense avoir croisé la route d'un loup-garou. Persuadé que cette créature existe, il va enquêter afin de convaincre sa sœur et son oncle que le monstre existe bel et bien. Ce film a été baptisé Peur bleue en France, alors que le titre original du film est plus intéressant puisqu'il joue sur deux tableaux. En effet, Silver Bullet symbolise la balle en argent et à moins que vous soyez complètement abruti, vous savez qu'elle est l'unique arme pouvant tuer un loup-garou. De plus, dans le film Silver Bullet, c'est également le nom du fauteuil roulant customisé que Marty va recevoir en cadeau de la part de son oncle Red. Le début des années 80 marque une forte résurgence du film de loup-garou. Ce genre a été favorisé par les progrès de l'animatronique qui permet de créer des créatures et des scènes de métamorphose inédites. Et à ce titre, le loup-garou de Londres de John Landis ou le génial Hurlement de Joe Dante ont rendu toutes les lettres de noblesse à nos loulous préférés. Peur bleue est au départ basé sur le roman de l'année du loup-garou de Stephen King qui parut en 1983. Si un écrivain marque de sa patte le cinéma fantastique américain des années 80, c'est indéniablement Stephen King. Ses succès de librairie sont colossaux et il donne lieu à des adaptations lucratives. Son nom se voit souvent associé à celui des grands réalisateurs du genre, comme Brian De Palma pour Carrie, David Cronenberg pour Dead Zone, George Romero pour Creepshow, Tobe Hooper pour Les Vampires de Salem, voire Stanley Kubrick pour Shining. Oui mais voilà, Peur bleue n'a pas l'étoffe des films précédemment cités. Déjà, il faut savoir que le film s'éloigne parfois de l'œuvre originale. Par exemple, dans le livre, le loup-garou parle et fait preuve d'une cruauté et d'une méchanceté vicieuse que l'on ne retrouve pas dans ce film. En fait, le film est moins ambitieux que prévu, et c'est en cela qu'il a déçu beaucoup de fans de l'époque. Ce métrage raconte une petite histoire de loup-garou très classique, trop respectueuse des codes du genre. Peur bleue est surtout un film pour adolescents se déroulant dans une de ces petites villes anodines et tranquilles que l'on retrouve à l'époque dans le cinéma américain, comme dans les Goonies, dans Gremlins ou E.T. En cela, Peur bleue est bien dans l'esprit de ces films des années 80, et c'est un peu ce qui fait que les vieux nostalgiques de cette époque gardent un attachement pour ce film simpliste. Toutefois, pour en revenir à cette petite ville, elle n'est pas qu'une toile de fond classique et rassurante. Tout comme dans Carrie ou dans Salem, Stephen King nous dresse un portrait assez aigre sur la réalité de ses habitants. Ils sont lâches, agressifs, et surtout ridicules lorsqu'ils cèdent à la panique. Ajoutons que les personnages des héros sont fort attachants. Le jeune Marty est un adolescent paraplégique très éloigné des critères du héros. On retrouve aussi la grande sœur qui considère que son petit frère handicapé est une vraie croix à porter. À cause de lui, elle ne peut pas faire ce qu'elle voudrait puisqu'elle doit constamment veiller sur lui. Leur oncle Red est un alcoolique. Il est mal vu par les autres adultes qui le jugent trop grossier. Les rapports entre ces trois personnages rendent ce film plaisant à suivre. Et c'est peut-être cet ensemble d'ingrédients typiques du cinéma des années 80 qui rend Peur bleue sympathique aux yeux des cinéphiles de cette époque. Il entre vraiment dans les codes cinématographiques de cette période bénie. Peur bleue reste donc un film agréable, assez bien réalisé. Certaines séquences et certains décors sont très bien utilisés, comme la traque nocturne se déroulant dans une brume impénétrable qui laisse au monstre tout le loisir de frapper sans être vu. De même, la partition musicale sert bien les images. Si le gore s'y fait rare, on peut noter quelques petites scènes choc assez sympathiques, comme la décapitation au début du film. La scène de la serre est aussi un moment très fort avec une ambiance assez lourde et stressante qui fait monter la tension chez le spectateur. Et puis parlons du monstre. Ses apparitions se font tout d'abord en caméra subjective et on ne voit que sa patte griffue qui frappe ses victimes. Puis progressivement, on aperçoit sa mâchoire, puis par la suite, on finit par le voir dans son intégralité. Le loup-garou a été réalisé par Carlo Rambaldi, et malheureusement les fans trouveront que la créature est un peu fade par rapport aux monstres du loup-garou de Londres ou ceux de Hurlement. Et on peut même dire qu'on voit tout de suite que c'est un comédien en costume. Certaines scènes où la créature est animée mécaniquement finissent de gâcher le monstre. Sorti d'une scène de cauchemar où toute l'assemblée réunie dans l'église se transforme en monstre, il y a peu de transformation si ce n'est celle de la fin qui est réussie. Il y a aussi quelques maladresses de réalisation qui peuvent même rendre le loup-garou ridicule, en particulier quand il tient une batte de baseball dans sa patte pour frapper sa victime. Finalement, au bout d'une heure de film, le réalisateur choisit de nous faire découvrir l'identité du monstre. Et là, on entre dans la partie spoil, et si vous voulez voir ce film, je vous invite à quitter à présent cette vidéo. Le parti pris du réalisateur de nous montrer le vrai visage du monstre au bout d'une heure est assez étonnant, mais il permet de faire valoir le jeu d'acteur du monstre au visage humain, car l'acteur se défend très bien dans son interprétation.
Everett McGill, l'une des stars de Twin Peaks, mais également le tueur fou sadomasochiste dans les sous-sols de la peur de Wes Craven, et le loup-garou. Et il le joue remarquablement bien, car dans la vie de tous les jours, le monstre est le révérend de Taker's Mill. Le film insiste sur la dualité du bien et du mal, pour mieux nous rappeler que même le plus honorable des hommes de bien peut cacher un monstre en lui. Le révérend justifie ses crimes en prétextant le salut de l'âme de ses victimes. Il a tué la jeune femme suicidaire avant qu'elle ne commette son péché mortel. Nonobstant, je ne suis pas sûr que poursuivre en voiture un jeune handicapé pour le tuer entre dans sa charge curiale quand même. Hein, je sais pas. Pour conclure, Peur Bleue est donc un petit film d'horreur sympa, bien dans le style des années 80, qui vaut la peine d'être vu au moins une fois. S'il n'est pas à la hauteur de Hurlement ou du Loup-garou de Londres, il ne mérite pas qu'on le descende non plus, car il a de très bons aspects dans sa réalisation, avec une atmosphère angoissante à certains moments, et une narration qui reste suffisamment tonique pour que l'on ne s'ennuie pas. Un film typiquement des années 80, qui vaut la peine qu'on s'attarde dessus pour son côté sympathique.